Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier podcast de Split Screen, le cinéma, mais pas que. Pour ce premier podcast, pour cette première table ronde, nous allons discuter du dossier du mois de janvier, à savoir effets spéciaux, artifices et émotions. Pour débattre autour de cette table, pas si ronde que ça, je suis accompagné de Denis Heuillet. Bonjour à tous. De Sacha Debar. Bonjour à tous. Et de Valentin Barthélémy. Salut à tous. 4 rédacteurs du site internet pour débattre d'un point de vue personnel, d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue sociétal des effets spéciaux, de notre rapport aux effets spéciaux. Et nous allons commencer avec un tour de table sur les expériences personnelles. Donc je vais demander à Denis, par exemple, quel a été ton premier souvenir fort d'imaginaire au cinéma ? La première fois que tu t'es dit, en voyant une œuvre de cinéma, je vois vraiment de mes yeux quelque chose que je ne pourrais pas voir d'une autre manière que ce soit. Alors c'est vraiment ça, c'est, j'allais dire, mon premier souvenir d'effets spéciaux, quelque part. J'étais vraiment assez petit, peut-être autour de 5-6 ans, et le film en question c'est Indiana Jones 3, donc, qui est, je crois, assez emblématique. Le Temple Maudit, de ma je ne dis pas de génération. bêtises. Non, c'est la dernière croisade. Merveilleux, très bien. Et c'est la scène de fin, un trucage, vraiment, alors oui, je dis trucage, quand le nazi se trompe de coupe, et donc il boit la source du Graal, mais dans la mauvaise coupe. Et il est complètement anéanti, réduit à l'état de momie et de squelette, il explose, enfin dans un espèce une animation, hein, parce que je crois que c'est vraiment ça, il me semble que c'est de l'image par image. Il se décompose en image de synthèse. Il se décompose, c'est exactement ça. En stop motion. Oui. Et je crois que c'est vraiment le premier souvenir, parce que c'était très choquant. C'est vraiment ce dont je me souviens, enfant, d'un coup j'étais dans un film qui m'avait amusé. L'aventure, etc. Je trouvais ça génial, hein, dans mon souvenir d'enfant. Et il y avait cette scène d'un coup qui était quand même visuellement violente, parce que clairement j'étais confronté à la mort. Je crois que c'est le souvenir que j'en ai. Et il y avait ce squelette en décomposition, c'était effrayant. Et je crois que ça touche vraiment à l'essence de l'effet spécial en soi. Ça m'a vraiment propulsé dans quelque chose que j'attendais pas. Et voilà, quand je pense à mon premier souvenir de ma première expérience d'effets spéciaux, c'est ce qui vient à l'esprit. Et c'est intéressant parce que du coup c'est par le biais de la violence. C'est un effet violent qui t'a marqué, parce que dans Indiana Jones tu as beaucoup d'effets. Il marche dans le vide par exemple, c'est impressionnant même pour un enfant, mais toi c'est la violence qui t'a du coup vraiment fait ressentir ces premières émotions fortes. Clairement, quand je pense, le premier souvenir qui m'en vient, c'est ça, c'est vrai. Mais pour autant, justement, tu parles de la scène où il traverse le vide. Je sais plus si c'est le vœu de Dieu, le vœu de Dieu ou quelque chose comme ça. Bref, oui. Ou le sceau de Dieu peut-être. Là, on a clairement un autre procédé d'effet spécial, c'est le matte painting. Et pourtant, à nouveau, ça propulse dans quelque chose d'incroyable et d'imaginaire, bon là au service de l'aventure, mais de l'émotion directe. Et ce qui est amusant d'ailleurs aussi, c'est que j'ai mis des années à découvrir d'autres matte painting peut-être plus subjugants, et je pense notamment à ceux des films de Michael Powell et plus précisément le Narcisse Noir, parce qu'on a justement aussi cette impression de vide qui va nous absorber, et encore plus à raison dans le film de Powell qui a des dimensions beaucoup plus psychologiques et de peur. Mais oui, effectivement, alors, évidemment Indiana Jones rassemble énormément d'effets spéciaux et d'expériences que j'ai eues à cet âge-là aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est purement personnel, hein. Bien sûr, c'était un tour d'horizon personnel. Et tu avais quel âge ? Tu avais 9 ans, c'est ça ? Je pense un peu moins que 10. ça. Ah oui, moins que ça, d'accord. Je pense un peu moins que ça, mais peut-être autour de 8 ans, ouais. J'étais vraiment petit, parce qu'effectivement c'était choquant. C'était choquant, c'est vraiment le mot. Ok, donc le choc, du coup, comme émotion. Le choc par la violence. Très bien. Un nazi qui se décompose, c'est vrai qu'à 8 ans, c'est toujours impressionnant. Je crois que personne ne s'attendait à ça, en fait, hein, dans le film. Oui, c'est vrai. On était déjà dans une époque où il y avait quand même une certaine violence dans les films tout public, parce que même dans le premier Gremlins, par exemple, qui est un film tout public,
Les Gremlins passent dans le mixeur. Enfin, il y a quand même pas mal de gore où c'était cette espèce de personnage très inquiétant, très sombre, qui rôde dans les rues enneigées. Mais ok. Sacha, quel était ton premier souvenir fort de cinéma, effet spécial, plongé dans un univers autre que ce que tu vois dans la vie de tous les jours? Bah alors ce que tu me disais sur les Gremlins, ça je me souviens que ça m'avait choqué, j'avais pas vu le film en entier parce que justement j'avais changé de chaîne parce qu'il passait à la télé comme ça et il y avait le truc au départ, voilà, avec Gizmo, ça ressemblait à un Furby, c'est tout mignon. Mais après, tu sais, t'as le moment où, je sais plus, c'est juste, t'as une scène en fait avec la caméra qui est en travelling arrière et tu vois petit à petit un Gremlins qui est en train de bouffer, bah, c'est justement celui qui va passer dans le mixeur. Dans le mixeur. Et ça, je me souviens que ça m'avait foutu les jetons. Alors, à quel âge, je ne sais pas. Pour ce qui est du Cinoche, disons que j'y allais pas souvent étant petit, parce que voilà, mes parents n'avaient pas vraiment l'habitude d'y aller, préféraient m'acheter des cassettes, voilà, pour éviter que je vois tout et n'importe quoi. C'était pareil un peu pour la téloche, donc j'ai surtout, sur mes 10 premières années, j'ai surtout grandi avec les dessins animés. Donc c'est vrai que là, comme expérience un petit peu SFX, moi, Roger Rabbit, ça a été quelque chose d'assez important, parce que c'était vraiment l'idée, bah ouais, là tu sais que c'est un peu du rêve, c'est de l'imaginaire, et ça donne tellement envie. T'as tellement envie d'avoir tous ces objets dans la réalité, de la grande entreprise, là, Acme. On est vraiment dans le fantasme des gens qui ont grandi avec les dessins animés. Ouais, alors ça c'est vrai que... Et qui du coup ont vraiment la possibilité d'interagir avec eux. Ouais, Disney d'un côté, ça quand même... beaucoup les Looney Tunes, Tex Avery à fond. Et après aussi, à une époque, j'avais le satellite, donc c'est vrai que j'étais très sur Cartoon Network, tous ces trucs, donc j'ai été vraiment beaucoup dans les dessins animés qui en plus avaient quand même une certaine qualité. Pour ce que je vois maintenant, je suis un petit peu attristé quand je vois les dessins animés de maintenant, parce que c'est l'image de synthèse avec tout qui est nickel. Mais... Enfin bon, pour rester sur les effets spéciaux, c'est vraiment Roger Rabbit, cette idée, voilà, quoi, où il y a le gars qui prend le marteau, il appuie dessus, puis t'as un gant qui sort pour frapper. Ouais. C'est vraiment l'idée du stupide, plus de l'absurde, et ça j'adore. C'est vrai que du coup là on est vraiment sur quelque chose de personnel et aussi de générationnel, puisque Roger Rabbit n'était... Enfin, Qui veut la peau de Roger Rabbit n'est pas le premier film à exploiter ce mélange de dessins animés, prise de vue réelle, mais là c'était un gros film qui a été vu par beaucoup de monde, et surtout ils avaient la licence des dessins animés qu'on aime beaucoup. Tu citais Disney, Tex Avery et autres, et du coup c'est vrai qu'on retrouve, enfin c'est pas juste un mélange de procédés, c'est vraiment un mélange d'univers, notre univers avec des personnages, Sam le pirate, je me souviens, il y a Daffy, il y a Droopy, enfin... Et même d'une qualité, c'est d'une qualité un peu moindre, mais il y a aussi Space Jam. C'est vrai que pour moi en tout cas ça a été important parce que il y avait en plus en plus c'était là au point de vue sociétal pour les gamins. Michael Jordan, c'était le grand, quoi. Voilà, c'était Magic Johnson, Rodman et justement Michael Jordan. Donc ça c'était les Chicago Bulls. Donc là, voilà, ça en plus avec les Looney Tunes, là c'était vraiment sur l'époque. C'est vrai que maintenant tu parles de Michael Jordan, les gens ils vont penser aux pompes principalement. C'est ce qui est d'ailleurs triste. Sinon après, pour rester un peu sur la touche Zemeckis, ça me vient maintenant, c'est aussi tout ce qui était Retour vers le futur. Là pour moi ça a été vraiment l'idée du voyage dans le temps, c'était mon rêve. Alors ça... Et du coup on en reparlera un peu de Retour vers le futur, parce que là on est plus dans, je pense... la mise en scène, c'est-à-dire un travail de décor pour te faire voyager ailleurs, et moins dans un responsable SFX qui va par une créature, qui va par un procédé bien particulier te montrer autre chose, comme le stop motion, le nazi qui se décompose, ou Roger Rabbit. Ok. Voilà. Valentin Barthélémy, en face de moi, quel est ton souvenir le plus... ton premier souvenir qui t'a vraiment parlé, qui t'a changé? Alors du coup, on parlait tout à l'heure une fois encore des Gremlins, et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve totalement, dans le sens où c'est pas forcément un film de ma génération, pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on m'a montré alors que j'étais très jeune, avec notamment, j'ai ces souvenirs avec mes grands-parents qui montraient énormément de films d'aventures, de ce type, plus de la génération de mes parents, on va dire. Alors c'est vrai que je me permets de te couper, mais il faut préciser que tu as 20 ans. Voilà, tout à fait. Que Sacha en a
25, enfin 26. Voilà, et il y a 2 trentenaires qui vous accompagnent, Ouais. 33 et 32. C'est ça, Si je dis pas de François et moi-même. Tout à fait. Excuse-moi, vas-y. Oui, donc du coup, voilà, je disais que c'est des films qui ont plus forgé, on va dire, l'imaginaire de la génération de mes parents. Et c'est quelque chose, c'est des films auxquels j'ai été confronté étant petit. Donc notamment, j'évoquais Gremlins, donc le premier et le deuxième, qui m'ont particulièrement marqué. Dans le sens où c'était une des premières fois où je voyais une créature toute mignonne que tous les enfants avaient envie de désirer et pour au final la détester 5 minutes après quand on se rendait compte que ça devenait un monstre totalement horrible, incontrôlable, sitôt passé minuit et qu'on lui donne à manger après minuit du coup. Donc c'est quelque chose qui a vraiment forgé, on va dire, l'imaginaire et mon ressenti personnel face au film, face aux effets spéciaux dans les films. Après, en ce qui concerne, on va dire, un phénomène qui est plus générationnel et je pense que certaines personnes se retrouveront dans ce que je vais dire. Je citerai la saga des Harry Potter, donc, qui est sortie en 2001. Très générationnel, oui. Du Donc, coup, qui sont vraiment les personnes qui ont entre 20 et 25 aujourd'hui ont vraiment grandi avec. On grandit avec les personnages. Et, cette génération qui précède les millennials, en fait. Ceux qui sont vraiment nés avant 2000. C'est vraiment ceux, ils avaient 10 ans ou un peu moins, aux alentours de 10 ans, quand Harry Potter est sorti. Alors j'avais 4 ans quand Harry Potter est sorti, mais je pense que j'ai dû le voir, je devais avoir entre 6 et 10 ans, pour être large. Et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a totalement marqué, dans le sens où c'est... Harry Potter, c'est un personnage dans lequel je me retrouve parce que c'est vraiment un personnage qui est hors de ce monde des magiciens et qui souhaite absolument devenir quelqu'un. Il n'a pas une vie enchantée, on va dire, et un jour il se propulse dans cet univers donc, et lui aussi découvre au final toute la magie, toutes ces choses extraordinaires que le spectateur par le biais des FX découvre lui également. Donc en ce qui concerne notamment par exemple la scène finale du premier avec la représentation de Voldemort sur l'arrière de la tête du professeur Quirrell. Ok. Ça m'intéressait aussi. Quelque chose d'assez horrifique, on va dire, pour un film pour enfants, dans le sens où c'est vraiment un esprit ultra maléfique qu'on montre dans un film qui est destiné à tout public. Non, puis le principe de la métamorphose, c'est toujours assez, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours assez flippant, le corps qui change, puis en plus c'est vrai que c'était pas encore Ralph Fiennes à ce moment-là, c'était... Bon, je sais pas quel acteur c'était d'ailleurs, mais il avait en tout cas vraiment une sale gueule, quoi. C'est vrai qu'il avait la tronche de l'emploi, mais alors... Bon, après tu te poses aussi des questions, tu te dis ouais mais alors le mec il devait se raser la tête, sinon il avait des cheveux qui arrivaient sur le visage de l'autre, il devait avoir aussi des pensées un peu farfelues. Après tu sais, après le côté un petit peu horrifié, puis waouh l'effet spécial, après tu commences à te dire ouais mais alors, question pratique maintenant. Comment ça fonctionne? Est-ce que le gars il fonctionne avec Gillette ou Wilkinson pour ce temps-là? Parce que toi du coup, si tu devais retirer un moment du premier Harry Potter qui est le film qui t'a apparemment le plus marqué, est-ce que c'est ce moment-là qui du coup t'a un peu terrorisé, un peu comme Denis, où c'est des émotions fortes, où tu te dis tu trembles un peu parce que c'est je pense que j'ai eu le même relationnel que Denis, où face à la violence, donc face à justement ce personnage de Voldemort qui est incrusté sur le crâne, mais peut-être plus je pense le moment dans la forêt interdite, donc c'est une représentation de Voldemort, enfin d'un esprit maléfique, on ne sait pas que c'est Voldemort, sous une cape qui s'envole au milieu de la forêt, et c'est quelqu'un qui est en train de manger manifestement une licorne, avec cette sorte de bave argentée. Le sang de licorne. Le sang de licorne duquel il se délecte pour pouvoir gagner... pour pouvoir arriver à cette forme de résurrection. Mais toujours dans la violence. Dans la violence, parce que toi, t'as pas parlé dans Sacha, tu n'avais pas parlé dans Roger Rabbit du juge qui, à la fin, fond. Par exemple, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué? Est-ce que toi, c'est vraiment juste... Non, c'est l'univers... Les yeux rouges du gars, ça m'avait pas fait peur. Moi, c'est plus sur le film d'animation, mais complètement animation,
et sur les métamorphoses que je pourrais avoir justement, où ça pourrait me faire flipper. Moi, c'est plus le rapport avec le corps, est-ce qu'on peut faire avec les effets spéciaux, et justement, pour rester sur Harry Potter, moi, ce qui m'a ça me revient comme ça, c'est lorsque t'as Quirrell qui attrape Harry Potter, qui lui prend la main, et que t'as la main qui devient complètement carbonisée et qui tombe en tas de gravats. Ça, tu sais, c'est toujours un petit peu... référence au bouquin de K. Dick, c'est un peu t'ouvres la boîte à empathie, tu te dis mais si toi tu vois ça, comment tu serais, quelle sensation ça te ferait, et c'est assez flippant quoi. Enfin, tu vois, c'est la lèpre mais version ultra rapide quoi. Tu vois le machin qui se défait sous tes yeux, c'est toute la question de la vraisemblance en fait, hein, parce que c'est vraiment la même chose que ce que moi j'ai pu expérimenter quand j'étais vraiment tout enfant, en voyant ce crâne en décomposition, et là en l'occurrence c'est un bras, mais c'est l'émotion que ça suscite, et c'est ça qui est intéressant. Et plus on se rapproche de l'humain, plus la personne est un petit peu humaine ou est notre semblable, plus ça va souvent être ça va nous marquer. Et là où c'est intéressant justement, c'est que on voit bien que l'émotion que ça a suscité peut être assez proche. Par contre, le procédé est quand même loin, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu vois le crâne en stop motion, c'est daté, clairement. C'est daté, mais il y a quand même une patine, c'est organique. C'est-à-dire tu pourrais vraisemblablement, tu pourrais le voir de tes yeux vus, alors que les effets spéciaux un peu plus contemporains qui font appel au virtuel, il y aura toujours cette distanciation de te dire ce que je vois n'est pas devant la caméra. Donc j'entends que c'est un effet daté, mais pour moi un effet daté qui a un côté organique et un côté je peux le toucher, je sais qu'il était devant la caméra, fonctionnera mieux qu'un effet très chiadé mais avec du vortex. Complètement. Mais c'est pas tellement ce que je voulais évoquer, c'est plus parce que j'ai tendance à être d'accord avec toi, mais c'est plus le fait que ça ait le même résultat, c'est-à-dire que évidemment avec mes yeux d'enfant, quand j'ai vu les trucages à ce moment-là, pour moi ils étaient vraisemblables. Et l'enfant qui a vu Harry Potter, donc peut-être au même âge que moi, je suis pas certain qu'il soit dit effectivement c'est des effets spéciaux d'ordinateur. Est-ce que j'ai été confronté à d'autres choses, des jeux vidéo autres qui font que je suis habitué à ce type d'image? Je pense pas. Non, bien sûr que non. Il a vraiment il y a une crédulité qui est par rapport à l'enfant. Oui, l'enfant c'est vrai que là on dépasse du cadre de l'enfance, mais c'est vrai que quand tu es enfant, tu crois ce qu'on te montre de toute façon, et même si les ficelles sont très grosses ou très mal faites. Moi, j'avais souvenir que quand j'étais enfant, je voyais des téléfilms vraiment stupides avec des lapins géants qui mangeaient des gens. Il y avait quand même des sensations étranges. Mais ça faisait peur. Ça faisait peur parce que c'était des lapins géants qui mangeaient des gens, donc forcément ça t'effraie, tu vois. Alors que quand évidemment, avec un peu de recul, c'est vraiment des effets complètement stupides. Mais c'est vrai qu'on est très bons spectateurs étant môme. Puis en plus, on n'a pas comme tu dis, cette distanciation, même au niveau de la temporalité. Moi, je regardais les films des années 50, je disais, mais pourquoi, tu prends pas... Pourquoi, là, tu vas pas directement sur Internet ou un truc comme ça? Tu te dis, mais oui, mais t'as pas tout de suite l'idée, ah non, mais ça n'existait pas encore à ce moment-là. Surtout quand t'es tout minot, là, t'as pas cette notion vraiment... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Et donc, je pense pour les effets spéciaux, c'est à peu près la même chose. Tu prends au premier degré, quoi. Voilà, tu prends au premier degré, puis tu réfléchis par-dessus le truc. Tu es naïf, tu es crédule. Tu te mets pas en contexte, tu peux pas encore te mettre en contexte parce que t'as pas encore tout le bagage. Tout à fait. Alors, ensuite, on devait un petit peu enchaîner sur les expériences un peu puissantes qu'on a pu éprouver dans nos vies de cinéphiles, mais on a un petit peu abordé ça en fait, parce que toi tu as parlé, si je me souviens bien, Sacha, d'autres films dont je ne m'en souviens plus, mais je sais que tu avais ciblé d'autres films. Enfin, on a tous un peu dit d'autres choses que l'exemple précis. Mais si vous avez des choses que vous voulez mettre un petit peu en avant, d'autres expériences personnelles que vous mettre en avant, c'est peut-être le moment d'en parler, ou sinon on peut glisser doucement vers le sujet suivant de cette table ronde. Mais je pensais justement, Sacha a évoqué brièvement, je crois, Retour vers le futur. Exact, c'est ça, tout à fait. Et
sur la thématique suivante, de vraiment l'expérience pure, pour donner quelque chose de plus léger que le trauma entre guillemets que j'ai pu avoir sur le crâne du nazi. Clairement, et je crois que ça a touché, ça pour le coup c'est vraiment quelque chose de générationnel, l'Overboard de Retour vers le futur 2. Et bon, alors j'ai pas les dates en tête, mais bon, je devais pas être beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux, c'était certainement autour de mes 10 ans aussi, mais je crois que comme tout le monde, de voir Marty McFly voler sur son Overboard, je rêvais d'expérimenter, parce que c'est vraiment ça, parce qu'on parle d'expérience, la même sensation, quoi, de pouvoir monter sur un skate. Parce que les industriels essayent encore de mettre reproduire aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien que ça va se vendre par camion entier. Un carton. Évidemment, bien sûr. Et même au-delà de ça... il est pas beau celui-là, hein, c'est le Mattel... il est rose, c'est le Barbie. Il est bien rose, bien Barbie. Il est sexy pour le coup. T'as plus envie d'avoir le pitbull là qui a... Moi je préfère le rose, je ne sais pas. Ouais, c'est celui de Marty, quoi, tu vois. Déjà, oui. Et c'est vrai que... C'est comme la Cadillac rose de Clint Eastwood. Là, le rose est acceptable. Parce que là, on est vraiment dans de la mise en scène pure pour aborder des choses dont on... Alors le Overboard, non, du coup on est dans de l'effet spécial. Mais j'allais dire, parce que justement, au-delà de ce qui se passe, il y a aussi le son, tu vois. Il y avait cette espèce de son qui me séduisait aussi, une espèce de douceur. Et même quand il le posait, on comprenait, c'était ça le déclenchement d'ailleurs. Clairement, ça a aidé dans la compréhension du vol. Et c'était un tout, magnétique, quoi. Et oui, c'est ça. Ah, bien. Tu te fais bien. Oui, de Big Brother, bravo. Et donc voilà, c'était juste pour évoquer cette autre expérience personnelle. Retour à le futur, ouais. Donc toi, Sacha, Retour à le futur aussi, j'imagine. Ah oui, carrément. Puis la DeLorean, ça c'était vraiment comme dit Doc, quoi. Voilà. Tant qu'à faire une machine à voyager dans le temps avec une voiture, autant qu'elle ait de la gueule, quoi. Mais c'est vrai. C'est vrai que les trucs en aile de mouette, c'est vrai qu'il y a un côté sympa. Mais il y a plusieurs trucs qui sont... Ah, puis moi, c'est vraiment le coup, mais ça, c'est plus de la mise en scène. C'est vraiment le machin où elle ouvre un tout petit sachet qu'elle met dans un espèce de micro-ondes, une énorme pizza qui sort. Ça, c'est... Qui suis plutôt bon mangeur, on va dire. Quand tu vois le truc, il fait « Oh ouais !» Ah bah ça, c'est de la fascination pure. Pourtant, là, on peut pas faire plus bête en termes d'effets spéciaux. Plus tard, t'imagines le mec derrière la trappe du four qui met la pizza à la place de l'autre, et puis... Mais bon. Tout à fait. Et toi, Valentin, peut-être, est-ce que tu as d'autres noms que tu aimerais citer avant de passer à autre chose, qui t'ont vraiment dit ça, enfin, j'y crois, ou j'ai envie d'y croire, Je pensais notamment au premier Alien. Donc du coup qui date de 87 si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est plus vieux que ça. Plus vieux. Non, c'est 80. Pour moi c'est fin des années 70 même. 79 et Blade Runner 80. C'est ça. Comme ça. Bravo, tout à fait. J'ai confirmation dans l'oreillette. Donc du coup le premier Alien que j'ai vu on va dire assez récemment, donc il y a quelques années de ça. Et même si j'avais un œil averti du fait que j'avais grandi et que j'étais plus l'enfant tout naïf de 6 ans, j'avais quand même envie de croire à la créature dans les déambulations de Sigourney Weaver dans le vaisseau spatial. Je pense que c'est quelque chose qui est notamment, c'est plus né de la mise en scène aussi, du fait qu'on la voit. Ah oui, dans le premier, elle est complètement suggérée. Elle est suggérée par la bave de l'alien, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose... Et par la mise en scène, par le cadrage, par le rythme. C'est ça, tout à fait. C'est taillé au couteau, oui. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. L'alien aussi qui se manifeste à l'intérieur du ventre d'un des... Là, on est sur un effet spécial pratique, par contre, effectivement, le déplacement du match. Oui. C'est parfait. Sur un rail, tout à fait, ouais. Avec une magnifique parodie dans La folle histoire de l'espace, pour ceux qui l'ont vu, qui est délicieuse. Et avec Don Hurt, en plus, extraordinaire, quoi. Ils reprennent la... Bon, pardon. Pas de souci. Et du coup, je trouve, justement, c'est un effet spécial qui n'a pas tant vieilli que ça, dans le sens que ça a trait vraiment à la mise en scène, et aussi même, je trouve personnellement, les effets spéciaux qui vieillissent le moins, peut-être, c'est
ceux qui sont sous forme de trucage, donc les animatroniques. Donc, parce qu'ils ont une certaine patine que les premiers effets spéciaux n'ont pas. Je pensais notamment si on peut comparer les premiers Star Wars, donc la trilogie originale et la prélogie, donc le 1, 2 et 3, qui datent du début des années 2000. 99. 99 le premier, tout à fait. Et donc du coup, j'ai revu récemment le 4 ou le 5, il me semble, et j'ai trouvé ça affreusement bien fait, dans le sens où si je compare avec le sentiment que j'ai eu en regardant le premier, les effets spéciaux sont... C'est un peu un ambassadeur, oui. De toute façon, la saga Star Wars est un ambassadeur de beaucoup de choses, un marqueur d'époque sur beaucoup de points. Ça, on pourrait faire une émission complète juste sur Star Wars, hein, tellement il y a... oui, ça... oui, c'est sûr. Mais là, ce que tu dis, c'est très vrai, et c'est partagé par beaucoup de monde, parce que tu vois, quand Disney avait fait la promotion de l'épisode 7, la première chose qu'ils avaient mis en avant, vraiment, c'était... à travers des capsules vidéo, de dire on a compris le message et nos films désormais auront cette patine. Vous allez retrouver des créatures qui sont des créatures et pas des personnages issus de PlayStation 2. Vraiment, enfin voilà, c'est des effets numériques qui sont très vite datés, qui deviennent très vite ridicules. Et du coup, Disney, quand a repris la franchise et a sorti cet épisode 7, ils se sont empressés de communiquer en disant rassurez-vous, on revient à ça, puisqu'on sait que ça vieillit beaucoup mieux et on vous aspire mieux dans notre univers que en se baladant sur un fond vert avec des choses qui deviennent obsolètes très rapidement. Ouais. Et on a notamment un hommage à ça dans le dernier opus de Star Wars, donc Les Derniers Jedi, avec la représentation de Yoda qui... Tout à fait. Choqué certains, mais qui, oui, ils se sont dit on va revenir un petit peu à la marionnette. C'est ça. Oui, qui ressemble plus à ce qu'il était dans les 4, 5, 6. En plus, ça se tire. Même chronologiquement. 5, 6, puisque dans le 4, il y est pas. Bah si, il est dans le 6. Denis fulmine. Ouais, non, c'est dans le 4 qu'il est pas. Je fulmine pas du tout parce que je ne suis pas un aficionado de Star Wars, même si j'ai vu tous les films comme tout le monde, etc. et que j'y porte de l'intérêt et surtout du divertissement. Tu peux y voir un intérêt social, c'est vrai que même... Oui, non, mais même, je les regarde avec plaisir, pour résumer, tout simplement. Et je crois que justement, ce Yoda, c'est très intéressant parce que c'est emblématique de beaucoup de choses dont tu parles. Parce que... et qui est lié aussi à effectivement ce traitement des effets spéciaux. Et effectivement, c'est super intéressant de se dire que les mecs se sont dit ok, on va utiliser la technologie d'aujourd'hui, mais on va le représenter tel qu'il était quand c'était une poupée, quoi. Et d'un autre côté, clairement, en tout cas, les personnes qui l'ont vu au cinéma à l'époque et qui ont vu ça, pour eux, c'est complètement iconoclaste. Et ça l'est, puisque quand tu regardes le film est iconoclaste, à mon avis. Et je crois qu'il n'y en a aucun qui s'est réjoui de voir ça. Oh, alors aucun... De voir ça, voir la marionnette dans l'épisode. De voir Yoda, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'effet spécial permet de convoquer le Yoda de la première trilogie. Évidemment, puisque ce n'est pas un comédien, oui, on peut l'utiliser comme Dark Vador, qui est un costume à part entière, peut être réutilisé de manière bien sûr. Et ça, c'est intéressant cinématographiquement parlant, c'est-à-dire que d'un coup, en plus, ça peut aller loin, parce qu'ils l'ont fait avec Leia, avec Carrie Fisher qui était décédée, etc. Ouais, pour le Rogue One. Ouais. Alors, par contre, il y a une limite à ça. Alors, sur Tarkin, ils ont un petit peu repoussé cette limite, mais la limite, normalement, c'est l'utilisation de la voix, parce que tu incarnes quand même un personnage. Là, le personnage qui double Yoda est le même qui le doublait dans l'Empire Contre-Attaque. James Earl Jones, qui doublait Dark Vador, l'a aussi doublé sur Rogue One. Et je pense que le personnage peut pas être aussi immortel que ça. Si le comédien meurt, tu peux perdre quand même beaucoup. Alors c'est vrai que Tarkin étant un personnage secondaire, bon, Peter Cushing, ça parle pas tant que ça. C'était quand même impressionnant. Enfin, moi j'étais saisi, j'avoue que je me suis posé des questions. Par la prestation, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même un rapport très, très personnel à l'effet spécial, et en tout cas, le monde que ça créait et que ça suscitait à l'époque, tel que Yoda quand il était une marionnette, et de le revoir apparaître comme ça, alors au-delà d'effectivement le lien que ça permet, et qui est intéressant, en termes de représentation pure, c'est pas accueilli aussi simplement.
par les personnes qui ont effectivement connu l'animatronique ou la marionnette de l'époque. Et je crois que c'est intéressant par rapport effectivement le principe d'utilisation des effets spéciaux et du monde que ça peut créer. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Entre autres, l'épisode 1, justement, la menace fantôme, pour rester encore sur Yoda, où Norm, au départ, c'était un animatronique, c'était justement, voilà, une poupée, si j'ose dire, et ils l'ont refait. Et moi, en revanche, quand je pense au passage, justement, où il dit, par exemple, la peur, c'est le début du côté obscur, j'ai vraiment là, les images qui me restent en tête. Pour moi, c'est vraiment le Yoda marionnette qui me reste en tête, pas du tout celle de la nouvelle version, que j'ai vue au moins 2-3 fois après, où là, il est repris entièrement en CGI. Mais... ça devient un autre personnage, c'est ça qui est... C'est ça, c'est que, en fait, il y a vraiment des trucs, ça nous reste, c'est vraiment gravé. Donc après, même si tu fais, ouais, bon, bah, ils se sont adaptés, pour nous, pour moi, il y a vraiment une image qui restera. Pour l'épisode 1 en tout cas, mais c'est vrai qu'après ils ont voulu faire raccord avec... C'est là où tu vois la force de la vraisemblance de l'effet spéciaux utilisé, c'est-à-dire que Yoda, pour tous ceux qui ont vu la première trilogie, c'est une marionnette, mais ce n'est pas gênant, c'est-à-dire que ce personnage vivant est une marionnette, et à partir du moment où tu veux le faire revivre avec cette représentation plastique quelque part, parce qu'il s'agit de ça, mais sous forme de CGI, parce que c'est le cas dans l'épisode 8. Non, il n'est pas en CGI dans l'épisode 8. C'est la marionnette, justement. Ils ont repris la marionnette originale. Ouais, mais tu vois, il est quand même holographié, Oui, c'est pas évident que ça. Oui. On va dire un mix des techniques qui... Oui, mais en tout cas, l'idée principale, c'était de faire penser aux gens. Alors tu vois, c'est celui de l'épisode 5. Alors tu vois, c'est intéressant parce que moi, je ne savais pas. Ils ont tout mélangé. Ah oui, je savais pas. Ah, tu pensais que c'était et uniquement... comme je le disais en préambule, effectivement, moi j'ai pris ça pour un effet ordinateur. D'accord, ok. Tout en me disant, tiens, ils ont repris un effet hommage ordinateur, en fait. Exactement, que ça, exactement. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc tu vois, comme quoi, voilà, ça pose quand même... Mais bon. Bah après, de toute façon, plus l'effet virtuel est maîtrisé et plus la barrière devient de plus en plus fine. Moi, je trouve ça aussi un petit peu gênant lorsque tu vois des effets spectaculaires au cinéma. Et étant donné que tu as l'habitude de te dire qu'il y a beaucoup d'effets numériques, il se peut que des effets plateaux très impressionnants qui ont demandé vraiment un savoir-faire, solliciter beaucoup de monde pour un effet impressionnant, vu que les spectateurs vont être habitués à avoir beaucoup de numérique, peut-être que la majorité de gens vont dire bof, ok, oui, ce truc explose, oui, ce machin tombe, oui, ce monstre... Alors qu'en fait, la somme de travail et même les compétences requises sont vraiment différentes, parce que du coup, la frontière devient de plus en plus floue. Hier, je regardais The Lost City of Z même, parce qu'ils disent Z, ils disent pas Z, c'est étonnant. En anglais, ils disent Z et les Américains disent Z. Ah d'accord, très bien. Dans ce film-là, il y a des effets spéciaux, notamment au début, la scène de chasse, où il y a des plans aériens avec des chasseurs qui poursuivent un cerf. Je sais pas si je dois penser quand même, enfin c'est impressionnant, il y a vraiment ces chasseurs avec ce plan aérien, c'est magnifique, ou est-ce que je dois penser mais c'est numérique, enfin parce que vu que je vois beaucoup de numérique et que pour moi c'est quand même pas la même aventure humaine, c'est pas la même sueur, c'est pas la même chose. Ils sont pas la même chose. Mais en fait, du coup je sais pas. Tout comme toi, tu ne savais pas pour épisode 8, et du coup, tu te dis peut-être que le travail des gens est un petit peu floué parce que la barrière est... Là, on est dans un cas différent où on part d'un récit historique et qui en plus est daté. Donc quelque part que ça joue sur cet effet-là me dérange moins et où on peut se poser la question... Ça te dérange moins, ouais. On peut se poser la question de l'utilité de l'effet spécial ou justement de comment on peut essayer de partir d'un monde qui existe tout en se projetant dans un récit cinématographique et au travers de l'histoire du personnage et de ce qu'il est dans le film et des histoires de filiation, etc., des thématiques abordées. Mais alors quand tu évoques ça, c'est marrant, moi ça me fait penser à The Revenant. Oui, la scène de l'ours. Parce que là, pour le coup, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que là, c'est aussi très symbolique, oui. Tu pensais à la scène de l'ours ou autre chose en règle générale Oui, alors la scène de l'ours, évidemment, c'est emblématique. Mais non, je pensais pas à quelque chose en particulier, simplement le principe même du film. Mais je sais pas si ça fait écho.
Tu veux dire dans le sens où quand tu vois un film historique, Non. l'utilisation, enfin, c'est quoi, ça t'aide à rentrer dans Dans le un autre sens, temps, ça t'aide alors à- ça, c'est ce que moi j'ai pu penser par rapport au film de James Gray. Mais le Revenant, le jeu simplement de se dire à quel moment j'accepte, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que je sais que c'est faux, c'est faux, mais à quel moment effectivement je lâche prise et je me laisse aller au récit. Mais il y a une différence, à mon sens, entre je sais que c'est faux, parce que de toute façon, c'est un film de cinéma, tout est faux. Je veux dire, ce sont des comédiens Oui, qui alors, jouent un rôle, des enfin, films tout faux. est faux. Mm. Tout est faux, même un documentaire, c'est faux. Ça reste quand même une vision de quelqu'un à travers une caméra, à travers une mise en scène, à travers des comédiens. Enfin, mais pour moi, il y a une différence entre le faux que tu mets en scène avec des choses physiques et le faux avec des choses que tu vas vraiment créer à travers une matrice d'ordinateur. Il y a une frontière là. Quels sont les éléments du réel, quoi. Bah, ça, je dois dire que c'est vrai que surtout que maintenant, c'est tellement à la pointe, les effets spéciaux au point de vue numérique, c'est vrai que c'est difficile de déceler. Et pourtant, moi j'ai un peu cette sensation, je crois qu'on en avait déjà parlé peut-être avec Denis ou avec quelqu'un d'autre, je sais plus. Je pense qu'en revanche, au point de vue juste, comme le dit le sujet, effets spéciaux et émotions, je pense que c'est dans la sensation qu'on peut avoir quelque chose d'autre. C'est vrai que là, le CGI est utilisé comme pas possible, surtout par Disney Marvel, en grande partie. Voilà, tu regardes les Marvel, tu sais que généralement, ils poussent le machin, ça y va. Oui. Et moi, c'est vrai que j'aime bien l'histoire, c'est sympa, t'as Tony Stark qui dit 2-3 conneries, voilà, Scarlett Johansson est toujours aussi magnifique. Non, mais là, ce qui est intéressant, voilà. c'est de parler... Mais pour ce qui est des effets spéciaux, ça, c'est vrai que c'est pas ce qui me reste le plus, c'est plus les petites blagounettes, les choses comme ça. Parce que tu sais, oui, voilà, tu peux... on n'est pas capable de quasiment tout faire. Alors après, il y en a d'autres, c'est plus justement sur la mise en scène et sur le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui ont été réellement tournées, où là, ça te prend au triple. Là, moi, vraiment, c'est Mad Max Fury Road, qui pour moi, c'est vraiment l'exemple. Moi, ce film, j'ai été pris au triple parce que... Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Oui, ils vont d'est en ouest, puis finalement d'ouest en est. Voilà quoi, c'est comme lorsque toi tu vas faire tes courses, voilà, puis tu reviens à la maison. C'est un peu ça, hein, si tu vois la vision minimaliste de Mad Max. Oui, entre quand tu fais tes courses, tu n'es pas poursuivi par une bande de mercenaires post-apocalyptiques, mais si tu veux, oui. Ah si, tu sais, hein, des fois... ça dépend où tu habites. Ça dépend où est-ce que tu habites, exactement. Pas de problème. Non, mais voilà, évidemment, je vulgarise, mais ce que je veux dire, c'est que c'est constamment en mouvement et tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un côté viscéral dans ce film qui fait que t'es dedans. Moi, j'ai pas vu le film passer. Après, je pense qu'il faut pas rentrer non plus dans la simplicité de dire le numérique c'est très mauvais. Ah non, parce que après, Mad Max utilise beaucoup de numérique. Ils utilisent aussi du numérique parce qu'ils ont fait une version 3D, enfin une version relief, et pareil pour Gravity. Et Gravity, là, tu rajoutes en plus de la mise en scène, mais t'es pris au trip. Et c'est surtout, c'est quand ils sont faits, c'est de l'effet spécial qui est fait pour servir la mise en scène, que là, je pense, on est vraiment touché. Et là, vraiment, on ressent quelque chose, plus que de l'effet spécial pour dire, regardez les mecs, on a des moyens. C'est comme justement, tu parlais de la violence. C'est comme on te montrait un mec qui se fait exploser la tronche, et montrer juste la suggestion du meurtre. Généralement, tu vas encore plus ressentir le truc. Parce que après, ça dépend de la façon dont c'est fait. Ça dépend de la façon dont c'est fait. De le montrer, oui. Mais souvent, des films après, qui montrent la violence de manière frontale, je pense que ça a beaucoup marqué l'histoire du cinéma et des gens qui les ont vus. Tu vois des films comme Salo. C'était fait dans une idée, c'était dans une intention. C'était pas juste gratuit. Évidemment. Ah, mais de toute façon, la gratuité n'est jamais. Voilà, ça fait jamais gagner. Mais c'est bonne chose en règle générale. Mais tu vois, souvent, la violence est quand même très présent et tu le vois surtout dans les courts-métrages. Dans les courts-métrages, souvent, t'as les gens, ils disent oui, je vais mettre telle scène de violence, machin. Tu fais, mais mon gars, mais ça va ressembler. Ça va ressembler à Martha Stewart qui fait une bolognaise, c'est tout. Parce qu'au bout de 5 ans, avec les moyens que t'as, mais on va voir tous les trucs. Essaye de suggérer avant tout, parce qu'après, t'as pas les moyens. Mais ça, je suis mais pas après, vraiment d'accord. deux... Parce que t'as vraiment... la mise en scène, c'est un territoire vierge, vraiment, sur lequel tu as
des milliards et des milliards de possibilités, et je serais moins catégorique sur le fait que suggérer à une puissance, ça peut avoir une puissance plus forte, je pense, plus sur des choses comme des films atmosphériques, des films de fantômes par exemple, de contes, où là la suggestion effectivement a une grosse tendance à provoquer quelque chose de plus fort, mais sur la violence en l'occurrence, où là, la violence même dans la vie, sans parler de cinéma, c'est quelque chose de graphique quand même. Oui. Donc là je serais un peu moins... C'est pas ça ce que je voulais te dire en fait, j'ai du mal à m'exprimer. Ce que je voulais, et même pour nos très chers auditeurs, c'est aussi, ce que je voulais dire en fait, c'est que souvent c'est ces mecs qui ont commencé en étant tout petits, en n'ayant pas beaucoup de moyens, ils ont compris à se forger un petit peu une mise en scène, et en ayant de plus en plus après des moyens, ils ont pu faire justement de ces effets spéciaux quelque chose qui sert leur mise en scène, qui prend une esthétique et qui justement nous donne quelque chose. Là, on a, en plus d'avoir une mise en scène intéressante, on a un bon spectacle. Par rapport à d'autres, ils ont été propulsés par un gros studio, et c'est vrai que maintenant tu as beaucoup de productions, tu dis j'ai vu le dernier Marvel, tu sais pas qui est-ce qui était à la réalisation, sauf pour les Avengers où là généralement c'est Whedon, mais autrement, est-ce que tu te souviens du nom des gars? Alors peut-être Kenneth Branagh pour Thor, mais je sais pas si c'est forcément quelque chose de très bon dans son CV. Mais souvent tu te souviens pas, tu te dis juste c'est le studio, donc c'est quand même assez représentatif. Si tu dis j'ai vu le dernier Marvel, tu dis pas... Après là, comme tu dirais, on glisse sur autre chose, parce que du coup Marvel, eux, ce qu'ils veulent créer, c'est une communauté en fait. C'est comme Nike, c'est comme Adidas, c'est les studios qui imposent un procédé et qui disent t'as ça comme outil, il faut que tu t'en serves. C'est une chaîne industrielle, tu crées mais c'est eux qui ont les moyens. moyens. Le même Nutella, tu vas tout le temps créer le même Marvel. Marvel. C'est eux qui ont les moyens pour utiliser la pointe de cette technologie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça reflète une forme de consommation de l'image, parce qu'évidemment, si on leur demande de faire ça, c'est parce qu'on sait que ça marche. Ça rentre. Voilà, c'est ce qui va être le plus vu. Et ça a un intérêt peut-être uniquement pour ça, en termes de représentation, de photographie, de ce qu'attend le public cinématographique dans la plus grande masse, en tout cas, et du divertissement. Mais ça faisait écho, moi, ce que tu disais, je pensais à deux choses. C'était plus que la démesure de l'effet spécial, c'est la justesse de comment il est utilisé, et c'est ça que tu voulais dire, je crois. Et je repensais à mon petit overboard Retour vers le futur, tu vois, où je me dis putain, c'est débile. Ou même tout à l'heure. On revient toujours au overboard. Tout à l'heure, le petit alien qui sort, tu vois. En termes d'effet spécial pur, c'est pas très compliqué à mettre en place, et ça fonctionne parce que ça sert le propos, tout simplement. Et tu vois, je pensais. J'essayais de trouver un équivalent démesuré, et je pensais à Ran, en me disant, pour le coup, lui, des effets spéciaux, dans ses parties films de sabre à Kurosawa, il y a des effets spéciaux, forcément. Et ils surgissent de manière assez brutale, d'ailleurs. C'est très gore. Je pense à Cronenberg, du coup. Mais ce que je voulais dire, tout simplement, c'est par rapport à Ran, c'est qu'effectivement, quand il y a la scène, quand le château flambe, quand il y a tout ça, c'est grandiose, c'est 2,35 peut-être plus, mais bon, en tout cas, c'est un cinémascope. Ça fonctionne parce qu'avant on a eu toute l'histoire de familial, les frères, le combat, les panoramas, les machins, et d'un coup on est complètement emporté. Et voilà, c'est effectivement l'appropriation de l'utilité du FX, peu importe sa démesure. Oui, parce que là on a cité beaucoup de produits de consommation qui sont pas très intéressantes, mais si on va voir du côté des auteurs comme Kurosawa, comme Cronenberg, il y a John Carpenter qui lui s'est un petit peu fait l'apôtre aussi d'une utilisation des effets spéciaux très visuels pour servir son propos, que ce soit dans Invasion Los Angeles, dans The Thing, dans Le Prince des Ténèbres. Invasion Los Angeles, c'est They Live, c'est ça? C'est le combat de catch dans la petite allée sombre. Celui-là, j'ai pas vu, non. Ils mettent des lunettes et effectivement, c'est ça. D'accord, les panneaux publicitaires, les présentateurs télévisifs, tout ce qui fait partie de la société qui cache des extraterrestres. C'est la grande vague des films paranoïaques des années 80 où le complot, la consommation massive, la mondialisation était dans tous les esprits.
Un peu moins maintenant, alors que pourtant on y est Oui, plus que dans les c'est années 80. oui, c'est ça qui est curieux. Hein, mais- Parce qu'il y a une acceptation, tout simplement. C'est exactement ça. Ouais. il y a une Bah, acceptation. une résignation, certains. Oui. Ça peut Bah, aussi poser oui, pour Oui. certains, parce que t'en as qui ont. Ah oui, ils sont non, pas résignés non. parce qu'ils Non, ça leur bah, plaît. Et, Conditionnellement, oui. Ils sont dedans, ils sont nés dedans. ils sont dedans, ouais. Ils se sont peut-être pas posé les questions aussi. Tout à fait. Bon, et bien sur ce podcast touche à sa fin. Podcast effets spéciaux, artifices et émotions, le premier podcast de Split Screen. Merci à Valentin, Merci. merci à Sacha, Merci beaucoup. merci à Denis, Merci à vous. et merci à moi-même, évidemment. Et merci à vous tous, chers auditeurs. Tout à fait de nous avoir écoutés pour cette première. C'est un format qui sera susceptible de revenir pour les autres dossiers. Nous l'espérons avec d'autres intervenants, d'autres rédacteurs du site. Et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée, /soirée, tout ce qu'on veut. Et faites-vous un film.